Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sarah, qui est chef de projet prévention en cancérologie et qui va nous faire le plaisir de nous faire découvrir son métier aujourd'hui. Bonjour Sarah, Bonjour Aurélie, comment ça va? ça va très bien, merci. Je suis ravie de t'accueillir et d'en savoir un peu plus sur ton métier aujourd'hui. Donc merci de prendre un peu de ton temps pour nous partager tout ça. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens? Oui, alors moi je m'appelle Sarah, je suis de Rouen en Normandie et j'y vis et j'y travaille et je travaille donc dans un centre de lutte contre le cancer en tant que chef de projet prévention. Et est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à ce poste-là aujourd'hui? Voilà, c'est un parcours un petit peu atypique. Je suis pas sûre d'être prédestinée à chef de projet à la base. J'ai commencé par presque une dizaine d'années de commerce international et logistique, où donc j'ai fait pas mal de métiers différents dans ce domaine-là. J'ai fait de l'import, de l'export, du commerce d'équipements de protection pour les militaires et les forces de l'ordre à l'étranger. J'ai importé du bois, du cacao. J'ai exporté des grosses machines pour faire du BTP à l'étranger. Enfin voilà, j'ai fait des choses comme ça. J'ai aussi travaillé dans des commerces un peu plus classiques, dans de la vente. Puis, il y a une idée un jour qui m'est revenue, celle de la santé, qui me tenait à cœur depuis longtemps, que j'avais pas saisi au moment de mon orientation au lycée. J'étais pas une grande scientifique, plutôt littéraire et je m'étais plus orientée effectivement vers les langues que vers la santé. Mais c'était resté dans un coin de ma tête. Donc j'y suis petit à petit, retournée par intérêt et j'ai décidé, de reprendre une fonction paramédicale. J'ai repris des études pour devenir diététicienne et ensuite, j'ai exercé en libéral et à l'hôpital et après, j'ai fait des modules complémentaires de formation, pour, accéder, à, des postes de chargé de mission, chargé de développement, soit dans des associations, soit, dans des structures, plus hospitalières et un jour, l'opportunité s'est présentée de devenir, chef de projet. Voilà, une espèce d'évolution croissante dans les métiers de la santé. OK, une belle reconversion en tout cas alors. Oui, intéressante. Intéressant, tout à fait. Est-ce que tu peux du coup nous décrire ton métier? C'est quoi, ton métier au quotidien? Ouais, mon métier au quotidien, c'est 2 volets. C'est un volet un peu plus manager parce qu'aujourd'hui, j'ai une équipe de 4 personnes avec des chargés de mission, une chef de projet scientifique qui travaille en binôme avec moi et mon quotidien, c'est le quotidien, si je devais faire un parallèle, ce serait un peu un chef de chantier dans le BTP. C'est-à-dire que, je recrute les talents et les artisans et je fais en sorte que on rende le chantier dans les temps et que toutes les tâches se succèdent les unes après les autres sans couac, avec plein d'interlocuteurs différents en dehors de l'hôpital, à l'hôpital, dans différents services. Voilà, mon quotidien, c'est d'orchestrer un projet que j'ai écrit, je l'ai pris vraiment à la base, pour le mener jusqu'à sa phase opérationnelle. Donc, actuellement, sur le projet pour lequel j'avais été recrutée, je suis, à mi-chemin. J'ai démarré une partie de la phase opérationnelle et je termine de coordonner une partie plus, pilotage de projet. D'accord, et tes missions plus quotidiennes, comment, enfin, c'est quoi au final? Vous faites quoi en prévention en cancérologie? Alors, Quel moi je fais, prévention primaire et secondaire. La prévention primaire, c'est, toute la vie, dès le plus jeune âge. On intervient sur les facteurs de risque de la maladie. Alors, on parle du cancer parce que moi je suis dans un centre de lutte contre le cancer, mais si on est honnête, si on agit sur les facteurs de risque que je vais citer, on agit sur plein d'autres maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et encore d'autres d'ailleurs. On agit sur, l'alimentation, l'activité physique, la sédentarité à l'inverse. On agit aussi sur les risques solaires.
J'insiste sur les risques solaires parce que même si on est en Normandie, eh bien, on a beaucoup de cas de cancer de la peau type mélanome. Et c'est pas anodin, c'est parce qu'en fait, on ne perçoit pas le risque soleil parce qu'on le voit très peu, hein, sans être très, très médisante vis-à-vis de ma région. J'y vis depuis presque toujours et on n'a pas une météo exceptionnelle. Donc, quand on voit le soleil, on est très content et on s'en protège peu. On travaille aussi sur santé et environnement, les liens entre l'endroit où on vit. Voilà, les liens entre l'endroit où on vit et ce qu'on achète, ce qu'on consomme et l'impact sur notre santé, les cosmétiques, les perturbateurs endocriniens, les produits ménagers, etc. Et puis, on va aussi aller sur un dernier volet qui sont les pratiques addictives autour de alcool, tabac et polyconsommation. Voilà, et D'accord. ça, on va le faire dès le plus jeune âge, à partir de 6 ans, l'entrée en CP, jusqu'à 18-25 ans, on va dire, en fonction des thématiques. Et après, on peut s'adresser au grand public, hein, de tout âge, mais nous, on cible particulièrement les scolaires sur la prévention primaire. Et après, on attaque le volet prévention secondaire, où là, c'est prendre la maladie au plus tôt, pas éviter que la maladie arrive à ce stade-là, c'est le stade du repérage ou du dépistage. Mmh. On connaît tous, les dépistages organisés là, mois octobre rose, dépistage organisé du cancer du sein. Pour toutes les femmes de 50 à 74 ans, passent une mammographie tous les 2 ans, pris en charge par la sécurité sociale, qui permet de détecter au plus tôt la maladie. Plus on la détecte tôt, plus de chances on en a de guérir et surtout d'avoir des traitements moins lourds avec des conséquences moins lourdes dans le quotidien. Il y a la même chose sur, le cancer colorectal qui concerne Mmh. hommes et femmes. Et on a aussi le col de l'utérus où là, on démarre plus jeune avec les frottis qu'on fait régulièrement, en consultation gynécologique, en tout cas avec un médecin, une sage-femme ou un gynécologue. Donc nous, on va aller, en fait renforcer, la connaissance et le recours au dépistage, auprès de publics qu'on dit vulnérables. C'est-à-dire vraiment les gens qui sont éloignés de la prévention quand ils sont en situation de précarité, socio-économique, d'éloignement géographique, de handicap, qu'il Mmh. soit, physique ou intellectuel. On va aussi aller sur, des populations qui ont des représentations, liées à leur, culture de la maladie. Par exemple, on travaille beaucoup, avec, des associations de médiation culturelle ou, par exemple, le relais d'accueil des gens du voyage, où le cancer est même pas un mot prononcé, même quand il y a un malade dans la communauté. Donc, voilà, on va, aussi, expliquer, voilà, dans le cas du déficit intellectuel, on va rassurer des femmes qui ne comprennent pas le courrier d'invitation parce qu'elles sont non lectrices ou leur capacité, en tout cas, à comprendre le sens du courrier est limitée et on va leur permettre, voilà, de venir, dans notre centre, de faire ce qu'on appelle donc une visite blanche, c'est-à-dire voir comment se passe l'examen sans le faire. Juste se rassurer pour voir que ça va pas faire mal, que ça va bien se passer, comment on nous manipule, est-ce qu'il faut se déshabiller, qu'est-ce qu'on enlève pas, voilà, de manière à rassurer et à faire ce travail-là. Donc on est vraiment sur ces 2 champs, très précis et on va aussi former, les professionnels de notre territoire. On a créé des modules de formation pour repérer précocement les cancers ORL. C'est un des rares cancers qui a des signes visibles. Quand on a un symptôme, particulier qui dure depuis plus de 3 semaines, on doit aller en consultation, ORL, en consultation spécialisée. Et là, on forme un tas de professionnels volontaires, et on n'a pas besoin d'être professionnel de santé. C'est qu'on soit dans Mmh. le médico-social, le social ou le sanitaire, l'idée c'est qu'il y a un maximum de gens pour faire un maximum de repérage auprès, par exemple, d'un public plus précarisé. Voilà, l'idée c'est vraiment d'aller vers les gens. Nous, les gens, on va pas leur dire: «Faites votre dépistage», ils ne connaissent pas. Mmh. Ça n'a pas de sens. C'est Mmh. plutôt d'armer finalement, voilà, il s'agit d'armer les professionnels du territoire qui accompagnent ces gens éloignés du dépistage dans leur quotidien et qui leur transmettent un message entre personnes de confiance. OK. Donc vous êtes pas en lien directement avec le public, vous coordonnez pour que les structures après elles agissent? Dans le cadre du repérage, dépistage précoce des cancers, oui, on n'agit pas directement auprès du public. Par contre, auprès des scolaires, oui, D'accord. on interagit directement, soit, notamment sur, pratiques addictives, tabac et alcool. On a des programmes qu'on mène directement dans les lycées où, là, encore une fois, on choisit le pair à pair. C'est-à-dire Mmh. qu'on va former des jeunes lycéens volontaires à parler de tabac et d'alcool à d'autres lycéens. Mais OK.
voilà, en sensibilisant certains, on en touche encore plus. Après, pour tout ce qui est tabac, alcool, voilà, ça se passe comme ça. Pour ce qui est de l'alimentation risque solaire, là, par contre, c'est nous qui recevons le public dans un espace ludo-éducatif. OK. Alors, on les recevra il sort tout juste de terre, donc il est en finalisation d'aménagement, mais normalement, dans 1 an, on ouvre au grand public. OK. Donc si je comprends bien, après, c'est vous qui avez les idées de messages de prévention et vous mettez en œuvre, toute une stratégie autour pour le mener à bien? C'est ça, on se base sur, les dernières connaissances scientifiques. On réalise, un travail, de communication et d'outils pédagogiques pour rendre les messages, scientifiques accessibles Mmh. et ensuite on communique, à l'ensemble de la population. Bah, nous, on travaille sur la métropole en Normandie. OK. Donc c'est un vrai travail d'équipe. Ah oui, bah là, il y a pas de doute, c'est même au-delà d'un travail d'équipe, c'est même un travail partenarial puisqu'il a fallu, pour ne pas réinventer la poudre ou rajouter une énième couche au millefeuille, il a fallu qu'on travaille avec, les gens qui n'étaient pas dans l'hôpital, les associations, principalement d'ailleurs, oui, des associations, qui œuvrent dans le champ de la prévention sur le territoire, de manière à ce qu'on fonctionne tous ensemble, qu'on fasse pas des redites, mais qu'on apporte, des éléments les uns aux autres. Et on a construit d'ailleurs tous nos contenus avec les partenaires extérieurs. OK. Donc je crois qu'on a bien fait le tour, on a bien compris, ce qu'était ton métier. Mais maintenant, quelles sont tes conditions de travail? C'est quoi une journée de travail? Comment tu t'organises? Alors, une journée de travail, c'est, en moyenne 9h-18h avec des horaires assez flexibles parce que je suis cadre. Donc, j'ai la possibilité aussi de travailler, 2 jours par semaine en télétravail, ce qui peut me permettre de me concentrer sur parfois des tâches un peu plus difficiles sans être sûre d'être interrompue puisque, aujourd'hui, je t'ai dit qu'on était 5 à constituer notre équipe, mais 5 dans le même bureau. Donc, voilà, pour moi, c'est la seule condition un petit peu difficile. Ça peut être le fait que, voilà, il y a du bruit autour de moi pour travailler. Mais sinon, oui, en gros, je travaille de 9h à 18h du lundi au vendredi et j'organise mes tâches, comme bon me semble, en fait. C'est moi qui, fixe les priorités et ensuite je fais aussi la distribution des tâches qui ne m'incombent pas, mais qui sont plus opérationnelles aux membres de mon équipe. OK. Une partie un petit peu de gestion, d'équipe, quoi. Oui, 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 complètement. OK, et donc tu travailles pas le week-end, par contre? Non, à part, événements, parfois on Mmh. participe à des salons, à des, ciné-débats, ça peut m'arriver de travailler quelquefois en soirée. Faut pas se leurrer, hein, quand on travaille avec, des médecins, notamment dans le milieu de la santé, ils sont disponibles le soir, donc ça arrive. J'ai eu à organiser des événements professionnels le soir. Ça m'amène parfois à me déplacer aussi, dans la région, Mmh. mais travailler le week-end, ça reste très, très exceptionnel. OK. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Je dirais une forte capacité d'adaptation, un peu de créativité et beaucoup de réactivité. Oui, parce que ça arrive tout au dernier moment ou? Pas forcément, mais c'est un peu comme l'expression, «Le plan, c'est qu'il y a pas de plan», c'est-à-dire que tout va bien jusqu'à ce qu'il y ait un couac. On peut essayer de tout prévoir parce que finalement, c'est mon travail de prévoir, hein, et d'anticiper et d'organiser. Mais quand on travaille avec 3-4 services différents de l'hôpital, plus une trentaine de partenaires à l'extérieur, il y a toujours quelque chose qui arrive au moment où c'était pas prévu. OK, et selon toi, est-ce qu'il y a un fort besoin d'équipe, telle que la tienne? Je pense, oui, je pense. C'est pas évident de trouver les postes, mais il y a besoin d'équipe, de personnes? Oui, parce que moi, je pourrais pas, enfin, aujourd'hui, vu l'ambition du projet, je pourrais pas faire sans une équipe. Ou alors il faudrait que je travaille, 70 ou 80 heures semaine minimum. Non. Mais c'est surtout que, j'ai pas non plus, toutes les compétences, de spécialité. C'est-à-dire que moi, voilà, mon job le plus important et celui que je maîtrise le mieux, c'est comment faire avancer un projet pour qu'il aboutisse, que ce soit le financement, la communication, l'organisation, l'animation de réunions. Mais, parfois, je parle de prévention primaire ou secondaire. Si j'ai pas, des gens formés spécifiquement dans ces domaines, je vais pas inventer les messages de prévention. Mmh. Donc, voilà, moi j'ai besoin d'avoir,
mon équipe d'experts sur plusieurs thématiques et on a vraiment des profils très différents dans l'équipe. J'ai une chef de projet scientifique et une ancienne infirmière qui a ensuite fait de la recherche clinique, qui est devenue chef de projet scientifique. J'ai une sociologue qui est chargée de développer un programme d'activité physique auprès des scolaires en ville. J'ai une personne qui est issue des carrières sanitaires et sociales, qui est plutôt sur le champ de la vulnérabilité et des actions d'aller vers. Et puis au-dessus de nous, on a un médecin de santé publique. Donc, Mmh. mais voilà. Donc aujourd'hui, heureusement qu'on est très différents dans nos compétences et dans nos appétences aussi. Ça nous permet d'être efficaces. Mmh. Ah oui, c'est bien puisque, oui, c'est la diversité qui fait la force. Exactement. Bon après, c'est la diversité qui fait la difficulté à manager aussi parfois. Aussi. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution selon toi sur ton poste? Alors, là où je suis actuellement, non. C'est-à-dire qu'au début, j'étais chef de projet, maintenant je suis chef de projet en plus de chef d'équipe. Mmh. J'aurais pu, créer une équipe dont je n'aurais pas été le chef et continuer juste à regarder le projet, avancer et faire en sorte qu'il aboutisse, sans encombre. Là, voilà, j'ai ces 2 casquettes. Il pourrait y avoir un poste de directeur de projet, pas forcément dans mon organisation, mais dans d'autres, ça Mmh. existe. Les directeurs de projet, là, c'est projet avec un S, c'est-à-dire que, ils ont en charge, le pilotage d'un nombre certain, on va dire, de projets et ils managent même des chefs de projet qui vont avoir des équipes projets en dessous. OK, Ça n'existe pas dans mon organisation, mais ça pourrait exister si je voulais aller travailler ailleurs, par exemple. OK. Quel est le parcours pour faire ton travail? Est-ce qu'il y a un diplôme exigé, une formation particulière? Alors, bien souvent, ça recrute à bac+5. J'ai pas de bac+5. Je suis en train d'en passer un, mais je ne l'ai pas et j'ai été recrutée sur la base plutôt de, mon expérience de paramédicale et ensuite de ces modules, de méthodologie de projet en santé que j'ai pu passer et ensuite de mon expérience professionnelle sur de la coordination territoriale ou régionale. Mais, très honnêtement, la méthodologie de projet, on en voit dans plein de métiers, notamment les métiers d'ingénieur. C'est ceux auxquels je pense le plus facilement. Mais je ne sais pas s'il existe une formation spécifique des chefs de projet. D'accord, OK, et concernant le salaire, on peut espérer quoi à peu près comme salaire? Alors, dans mon hôpital, je suis, en dehors des chefs de projet informatique que je connais peu, je suis la seule chef de projet, à ce que j'en sache. Bon, on est 1200, donc on est une petite structure. S'il y avait d'autres chefs de projet en dehors des chefs de projet informatique, je pense que je le saurais. Donc je ne sais pas si mon salaire est la référence, mais je pense qu'on peut espérer dans le domaine de la santé, entre 2 800 € et 3 400 € net mensuels. D'accord, OK. Selon un peu son expérience aussi, je suppose que Oui, le voilà. niveau de diplôme, le statut, aussi, je pense, Mmh. dans certaines structures. Je ne sais pas si tous les chefs de projet sont cadres, j'ose croire, Mmh. mais je ne le sais pas. OK, et quels sont les plus grands défis que tu rencontres, quotidiennement dans ton métier? Faire travailler ensemble des gens qui ne se connaissent pas et travaillent en silo, qui ne savent pas ce que les uns les autres font et pourquoi ils devraient travailler ensemble pour qu'on mette en œuvre une synergie. Voilà. Et aussi parfois gérer un peu d'ego. D'accord, OK, et quels sont les moments de gratitude? Les moments de gratitude, c'est, quand, j'arrive à atteindre une étape du projet ou alors quand j'arrive à convaincre des institutions, notamment publiques, de financer le projet, sur la base de quelque chose d'écrit, de solide et de, pertinent. Donc ça, oui. L'obtention de budget, puisque la prévention, par exemple, n'est pas, une activité dans les hôpitaux qui est financée, comme l'activité classique. Elle est pas financée du tout, donc il a fallu que moi je me batte pour trouver de l'argent, pour pouvoir recruter des gens et faire vivre l'activité.
Donc moi, mes moments de gratitude, c'est quand j'arrive à obtenir des budgets qui font que mon équipe reste telle qu'elle est et qu'elle peut œuvrer sur le territoire. OK. Et est-ce que tu aurais une anecdote amusante ou un fait marquant à nous partager lié, à ton activité? Oui, ça pourrait être lié à ce que j'ai dit juste avant, autour des budgets. C'est qu'il y a 3 ans, quand j'ai repris ce sujet, ce projet prévention au sein de mon établissement, j'ai eu à rencontrer notre ARS locale, notre agence régionale de santé, qui nous a dit: «Non, mais c'est pas un centre de lutte contre le cancer de faire la prévention des cancers. Il y a d'autres acteurs pour ça». Et puis de revenir 2 ans et demi plus tard, les revoir avec un projet construit et je l'espérais intelligent, s'entendre dire que: «Mais c'est génial en fait comme projet. Eh C'est ben oui. indispensable que vous le fassiez sur le territoire et c'est drôlement innovant». Oh non! Oh là là! Donc Ouais, oui, c'est ça aussi, c'est voilà, de se dire que, ce qui est drôle, c'est que, la façon dont j'ai présenté l'idée il y a 3 ans, puis, 2 ans après, a fait la différence alors que le fond était le même. Alors, oui, il était beaucoup plus solide, je l'accorde, parce qu'il était mieux construit, mieux étayé. Mais, oui, l'anecdote amusante, c'est passé de: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» à: «Mais c'est génial!» voilà. Enfin, au moins, vous avez bien travaillé. Je j'ose croire, je peux pas, je suis pas assez j'ai pas assez de recul pour le savoir ça. Mais peut-être que dans quelques années, je me retournerai et je me dirai: «Ouais, avec mon équipe, on a bien bossé». C'est ça. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner, aux personnes qui voudraient s'orienter dans ce métier-là? Oui, oui, j'en aurai un, ce qui vous sauvera et vous évitera quelques mauvaises humeurs, c'est faites la différence, quand vous entendez une critique, entre une critique sur un projet et une critique personnelle. C'est pas parce qu'on critique votre projet qu'on vous critique vous directement. Moi, je l'ai appris avec le métier, c'est que, quand voilà, on critique notre travail, ça peut être constructif justement, c'est intéressant d'entendre des critiques sur ce qu'on fait. Mais qu'il s'agit pas de nous critiquer nous et notre valeur et nos compétences et que, c'est pas parce que, on nous fait une remarque au contraire, ça nous permet de changer de point de vue et de réfléchir autrement. Faut être capable, ouais, d'écouter tout le monde et d'en tirer le meilleur et si vous êtes fin stratège, que vous aimez les jeux de société un peu stratégie, je pense que ça devrait vous plaire comme métier. OK. Merci beaucoup Sarah d'avoir pris du temps pour nous expliquer un peu ton métier aujourd'hui Avec plaisir. et puis belle continuation, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!